Salut tout le monde, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire. Bonjour à tous. Moi je suis Bad Mulch. Moi c'est bien fait pour tous. Et rendez-nous encore une fois pour votre dose d'actualité. On a plein de sujets super intéressants encore une fois cette semaine. Tout d'abord, on a une enveloppe de 200 000 euros cash donnée par l'État. Ça c'est une politique dans une ville. Pour que les citoyens décident démocratiquement de comment allouer ça pour une politique écologique. Assez intéressant. On a aussi un rapport qui est sorti, le gouvernement qui nous dit que en fait, la réforme du RSA, la fameuse réforme dont tout le monde parle, a apparemment un succès qui a été prouvé, et donc en fait, ça serait une bonne chose de le généraliser. On étudiera ça de près. Ensuite, il y a de nouveaux types de congés payés qui sont expérimentés par des entreprises. On va voir si on peut pas essayer de généraliser ça. Et aussi, le concept d'épicerie anti-gaspillage. Parce que, est-ce que c'est une bonne chose de pas gaspiller ? Ouais. Ou est-ce que c'est une mauvaise chose de profiter, de gagner de l'argent sur le dos de ça ? Donc on va voir tout ça. Mais avant tout, jingle. Bon, avant tout, comment ça va toi cette semaine ? Ça va bien. J'ai des nouvelles lunettes. Regardez ça les gens. Regardez. Pour les gens qui sont en audio seulement, vous n'avez pas le privilège, mais le nouveau drip est validé. En fait, j'ai utilisé le système là qui sont mis en place de remboursement de tes lunettes. C'est un système un peu bizarre parce que il faut que tu aies une mutuelle et l'opticien va matcher un minimum obligatoire pour que la mutuelle puisse se rembourser. C'est une complication folle, c'est-à-dire que les mutuelles sont forcées de au moins rembourser un certain montant et l'opticien est obligé de proposer une option à ce prix-là. Pour que du coup tu puisses avoir tes lunettes sans payer. Ouais. Mais du coup pourquoi juste la sécu prend pas en charge les lunettes ? Ça c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, hein. Il y a un truc particulier comme ça sur les lunettes. Mais du coup il y avait un truc marrant, c'est si tu rajoutes ne serait-ce un traitement sur tes lunettes, ça sort... le truc anti... je sais pas, bleu là, ouais. Par exemple anti-lumière bleue ou même un truc pour... même anti-poussière ou hydrophobique ou des choses comme ça. Dès que tu rajoutes un traitement, ça sort de cette catégorie de produits et tu payes de ta poche d'un seul coup 150 € cash. Ok, ouais. Pas genre, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc faut vraiment prendre le truc de base standard sans rien. Ouais, bah t'es obligé. Ouais, les lunettes ça peut être tellement cher aussi. Hein. Ouais. Bah du coup, nouvelles lunettes. Let's go. Alors cette semaine, on parle d'une première news qui est assez intéressante. Ça se passe à La Roche-sur-Yon. C'est une politique mise en place par la ville, une plateforme numérique qui offre en gros un budget participatif aux citoyens, c'est ça ? Ouais, bon, le terme plateforme numérique, en gros, il y a un formulaire en ligne où ils peuvent proposer des... Bon, bref. Mais c'est ce qu'ils font avec ce terme, mais oui. En gros, oui, ils ont prévu une enveloppe de 200 000 € et les gens peuvent, dès 15 ans, proposer des idées de comment est-ce qu'on va utiliser ces 200 000 €. D'accord, ok. Ils peuvent proposer genre n'importe quelle politique, en gros, genre on investit dans ce domaine-là, on fait, je sais pas, de la rénovation thermique, on fait, je sais pas, une coopérative apparemment, de produits bio. Il y a des thèmes apparemment quand même qu'il faut respecter. C'est soit amélioration du cadre de vie, soit transition écologique, solidarité, éducation, citoyenneté, sport, culture, loisirs. Donc c'est quand même hyper large, hein. Tu peux faire facilement rentrer n'importe quoi là-dedans quand même. Hein. D'accord. Mais et du coup, c'est un comité composé du maire et des élus de quartier qui sélectionnera ensuite les projets pour dire voici lesquels on implémente avec ce budget-là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a un comité qui va présélectionner des choses qu'ils considèrent comme genre pourquoi pas, allez on va essayer de le faire. Mais c'est un vote qui est réalisé ensuite sur les présélections. D'accord. Donc n'importe qui peut venir proposer un projet. Ensuite c'est filtré par les élus, etc. C'est ça. En gros, il y a un comité avec le maire, les élus de quartier qui sélectionnent des projets et après les projets sont soumis au vote des habitants sur la plateforme numérique. Ok, et pourquoi est-ce qu'on parle de ça cette semaine ? Parce que
c'est 200 000 euros du budget, donc c'est le budget public, qui au lieu d'être utilisé pour des politiques qui auraient été choisies comme utiles, on a décidé de peut-être que les citoyens auront une meilleure idée de comment utiliser cet argent. En gros, ça pose la question de la démocratie. Comment est-ce qu'on arrive à faire un fonctionnement où les citoyens arrivent à décider de comment on alloue le budget, quelle politique mener, etc. Et est-ce que du coup, pour toi, cette implémentation-là, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ouais, on est sur de la démocratie un peu directe, parce que les citoyens peuvent aller proposer directement ces choses-là, puis ensuite auront le vote final, on va dire, après le sort de filtre des élus. Et ça, j'entends parler régulièrement de ça. Hein. Même moi, dans ma ville, ils ont fait des choses comme ça. Souvent, tu vois des mairies qui font de la publicité, de politique comme ça, où on dit aux gens, venez participer, venez proposer des politiques à mettre en place et tout. Est-ce que tu y crois à ça, toi ? Est-ce que tu penses que c'est de la démocratie Moi, c'est juste l'étape, les comités avec le maire et les élus de quartier qui sélectionneront les projets qui pourront être soumis au vote. Cette étape, je suis pas à l'aise avec cette étape-là. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'on est en train de faire un effet d'annonce que ça y est, vous avez 200 000 euros, c'est bon ? Vous vous rendez compte, on redonne 200 000 euros aux citoyens avec un budget participatif. Hashtag réalisez-moi la prochaine fois parce que c'est cool de ce genre de projet. Ouais, est-ce que c'est pas un truc pour faire de la com ? Et après, les 200 000 euros. Mais 200 000 dans l'absolu, enfin, je sais pas, ça fait 4. C'est pas une grande ville non plus, La Roche-sur-Yon, mais à l'échelle d'une ville, enfin voilà, 200 000 euros. Mais c'est pas ça, c'est après cet argent, si c'est toi qui choisis les projets où les gens voteront, bah c'est peut-être de l'argent que tu aurais investi déjà dans un projet comme ça à la base. Mais faut pas non plus cracher dessus parce que c'est quand même bien de. Déjà, moi je pense juste pour l'intérêt de que les gens se disent qu'ils peuvent quand même avoir un. Parce que qu'ils peuvent avoir des actions qui vont impacter leur quotidien sur leur territoire. Parce qu'en fait, si tu veux avoir un impact sur ton territoire, sans passer par de l'associatif ou des entreprises qui feraient des actions, en fait, par les moyens démocratiques actuels, c'est quoi ? C'est tu vas voter pour les municipales et après tu peux te mettre dans une liste et après tu es peut-être dans l'opposition municipale. Il y a très peu d'habitants en fait qui au jour le jour ont vraiment une vie civique la France dans leur commune. Ouais, et puis la France est un pays quand même très fortement centralisé. Ça veut dire que les lois qui sont décidées à l'échelle nationale, c'est vraiment les choses qui ont le plus d'impact sur nos vies à tous. Je sais pas, par exemple, sur l'inflation. Les choix du gouvernement de laisser un peu les grandes entreprises sur l'inflation et tout. Concrètement, là, autour de chez nous, on va au supermarché, on va dans n'importe quel commerce et tout, on voit que les prix ont augmenté depuis 2 ans de façon un peu constante. Ça, c'est... Je veux dire, si on veut lutter contre ça efficacement, ça se fait au niveau national. En fait, il y a tellement de politiques qui vous affectent dans votre vie de tous les jours qui sont en fait des résultats de directement qui est techniquement à la tête de l'État, beaucoup plus, à mon avis, qu'à des échelles plus locales et tout. Donc ça, c'est une réalité. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est une super chose et que si ça peut inciter à des citoyens de genre plus participer, de dire « Ah, ok, attends, j'ai l'opportunité de faire un petit truc parce que bon, je pense qu'avec 200 000 euros, en vrai, ouais, moi je vois... En plus, c'est à partir de 15 ans, donc moi je vois bien, tu vois, des groupes de jeunes déter à faire un truc positif et tout, proposer, monter une asso, monter un petit collectif, proposer quelque chose de positif et l'implémenter. Et ça peut être un premier pas pour intéresser les gens pour qu'ensuite ils comprennent voilà, comment s'organise le pouvoir, où est-ce que les décisions sont prises à l'échelle locale, aux échelles départementales, régionales, étatiques. Après, ils s'intéressent un peu en tant que citoyens, tu vois, à leur pays. Après, il y a un peu l'aspect vous n'êtes pas content, mais vous auriez pu aller au budget participatif, proposer votre idée. Tu penses que ça va être utilisé comme excuse du style oui, vous aviez l'option, on vous a laissé le truc. Ouais. Actuellement, si t'es pas content, tu vas aller voir, tu dis mais vous n'avez pas fait ça. Mais si tu vas aller voir, tu dis vous avez pas fait ça, mais que eux ils peuvent te dire mais vous l'aviez proposé dans le budget participatif et les gens ont voté contre. Ouais. Ou alors, tu vois ce que je veux dire ? Tu l'as proposé et après ça n'a même pas été retenu par le comité. Non mais c'est encore mieux de le retenir par le comité et après c'est refusé.
Ouais. Donc du coup, Ouais. ça te permet avec 200 000 euros de refuser plein de trucs, dire oui, mais ça aurait pu passer. C'est juste que vous n'avez pas, vous, individuellement, convaincu assez de gens dans votre ville. Bah, c'est la démocratie. C'est la démocratie, je suis désolé. Donc il y aura pas de station de bus devant chez vous. Puis Après, Tu vois. techniquement, après, il faut aussi voir dans les trucs comme ça. Moi, je suis sûr, parce que d'expérience, quand je participe à des choses dans ma vie ou des trucs comme ça, il y a une certaine catégorie de gens sociologiquement qui vont participer à des choses comme ça. D'expérience, par exemple, les personnes plus âgées qui peut-être soit sont retraitées parce que juste quand t'es retraité, t'as genre Ouais. le temps de Mais participer d'ailleurs, dans ta vie locale et tout. Dans l'article là même, ils disent qu'ils mettent en place des choses spéciales pour même les retraités puissent aller déposer un projet papier, même si ça se fait via une plateforme numérique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'ils ont déjà... Ils ont Je pensé. pense qu'ils ont déjà compris ça allait être qui les gens qui... Après, c'est bien que c'est à partir de 15 ans. Moi, je trouve ça cool et tout, mais malheureusement, quand on le voit empiriquement, voilà, il y a un biais dans le type de personnes qui ont le centre d'intérêt et l'esprit à s'intéresser à ça, à participer, et le temps libre surtout, une question de temps libre, voilà, je suis désolé, mais au sens large quand même, il y a une sous-participation. Les gens passent pas assez de temps à s'informer sur les sujets super importants du pays. Les gens passent pas assez de temps même à essayer de participer politiquement à l'échelle locale. Mais il y a des bonnes raisons pour ça. Enfin, si tu travailles 35 heures, 40 heures, 45 heures dans ton job aliénant, en dehors de ça, tu dois peut-être t'occuper de ta famille. Enfin, c'est super dur. On peut très bien comprendre pourquoi les gens ne font pas suffisamment. Ouais. Juste pour y donner un ordre d'idée, une aire de jeu pour enfants, ça va aller dans les 100 000 à 200 000 euros déjà. Juste une aire de jeu pour enfants. Une aire de jeu pour enfants. Une aire de jeu. Avec des balançoires, une petite Avec un petit toboggan. tu sais, un truc qui ressemble à un château, Ouais. une sorte de Et les trucs à cordes, pyramide là, de cordes. Ouais, là, j'adore ça. Donc c'est ce genre de projet, c'est cette échelle-là de projet, quoi. Faut se rendre D'accord. compte de quoi on parle quand même. Bah, j'espère qu'ils feront un truc cool avec, en tout cas. Hein. Ouais. J'espère que ce ouais. sera vraiment un truc productif parce que on sait pas, je sais pas c'est quoi le bord politique de la ville, mais j'espère qu'ils mettront pas en place une politique horrible avec. Est-ce que tu serais pour sauter l'étape où il y a même plus le conseil qui check les projets? Bah après, tu peux avoir le cas où, par exemple, c'est une ville majorité d'extrême droite et ils proposent de faire un truc horrible et du coup, comme ils ont la petite majorité dans les gens qui décident, je sais pas, ils montent une milice pour protéger la ville du grand emplacement ou un truc dingue comme ça, j'en sais rien. Tu vois, est-ce qu'il faut pas quand même une étape de validation? Ouais. Bon là, j'ai l'exemple que j'ai pris est extrême, parce que là, c'est Non, littéralement mais contre la on va envoyer ce commentaire aux habitants de Roche-sur-Yon pour qu'ils... Non, mais je sais pas, ils votent quoi, Roche-sur-Yon? Je sais pas. Maintenant, ils auront ton avis sur leur population. Peut-être qu'ils sont... Il essaye vraiment de me cancel. Non, mais peut-être qu'ils sont complètement. T'es en train de dire les enfants de 15 ans dans cette ville vont proposer ça? Peut-être qu'ils votent Mélenchon à 82%. Je sais. Non, mais on a très bien compris ce que tu voulais dire sur les Lyonnais. mais tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait, à mon avis. C'est 55 000 habitants. Donc. Ah ouais, c'est pas rien quand même. 4 euros par habitant, ce projet. Est-ce que c'est pas une bonne idée en vrai de juste. Ça coûte pas cher, quoi? Ouais. Oui. Ça permet de proposer de. Parce que. Ouais. Parce qu'individuellement, de mettre en place ce projet à l'échelle individuelle sans passer par la ville, déjà tu convaincras jamais les 55 000 habitants de donner 4 euros. C'est ça le truc aussi. Oui, si tu fais un crowdfunding. Avec la force de l'État, on garantit que tout le monde met la main à la batte. Donc on est sûr que le montant est de 4 euros par habitant, tu vois. Ouais. Alors que si tu essayais de faire un crowdfunding, si tu voulais avoir 200 000 euros, il y aurait peut-être 1000, 2000 personnes qui donneraient, et puis il faudrait peut-être des gens qui donnent 3000 euros pour pouvoir atteindre cette somme-là, quoi. Ouais. Et du coup, toi, tu réponds quoi au truc de est-ce que t'es OK avec la validation par. Je pense que la validation, elle devrait se faire de manière un peu plus subtile, plutôt que juste dire c'est le maire et les conseillers. Ouais. C'est peut-être une assemblée. Une charte. Une sorte d'assemblée qui se réunit pour choisir avec un peu comme une assemblée parlementaire, tu vois, publique, où les gens puissent débattre, je sais pas. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut fixer des limites. La limite, elle peut aussi être de dire de recentrer les thématiques, parce que là, je trouve que les thématiques qui étaient proposées sont très très larges, ce qui est assez dommage quand même. J'aurais préféré qu'il y ait un budget pour des choses écologiques
et un budget pour des loisirs. Ouais, Qu'il y ait deux budgets. budgets. Écologique, mais en fait, oui, c'est sur plein de choses. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait 2 budgets, comme ça, les votes. Parce que là, bien sûr, si tu proposes un parc de loisirs et tout, les enfants de 15 ans peuvent voter. Bah oui, il faut qui va leur refuser ça? Par contre, si dans le tas, il y avait des projets écologiques et tout, bah ça va tomber dans les gens sont pas prêts à avoir de l'écologie, alors que si t'avais au préalable recentré les thématiques. Oui. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a 200 000 fléchés pour l'écologie, tu sais qu'il y a 200 000 fléchés pour éducation et citoyenneté, et puis comme ça, t'es sûr d'avoir un truc qui est fait dans chaque domaine. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que, en fait, moi, ce que ça m'interroge, ce truc-là, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Moi, j'ai été assez convaincu que c'était une bonne idée de faire un référendum d'initiative citoyenne au moment où j'ai entendu quelqu'un proposer une implémentation assez concrète du fonctionnement, parce que jusqu'à là, je me disais, ça peut être bien, mais comment ça marcherait en pratique? Et ce que j'avais entendu, ça serait qu'il y aurait en gros une dizaine de référendums d'initiative citoyenne par an dans le pays. D'accord. Là, on parle de la démocratie, on sort de l'échelle locale, on dit voilà, comment est-ce qu'on va... Ouais. Parce qu'évidemment, moi, je suis pour qu'il y ait un maximum de démocratie, mais comment est-ce que concrètement tu l'implémentes pour que ça fonctionne bien et que ça conduise à des bonnes solutions pour le peuple, quoi. Donc, ce qu'il disait, c'était qu'il y aurait une dizaine de référendums par an, et ça serait en gros le top 10 des propositions qui auraient reçu le plus de soutien au cours d'une période donnée, enfin au cours de l'année, en gros. Comme si tu faisais des pétitions, par exemple. Voilà, c'est ça. Et en gros, ceux qui ont le plus passe en référendum. De soutien passent en référendum. D'accord. Une fois qu'on sélectionne les 10 référendums de cette année-là, il y a peut-être 1 an, ou peut-être même plus, de temps de débat sur ces questions-là, avec par exemple un média dédié qui, il y aurait une chaîne de télé, imaginons, diffusée évidemment sur Internet et tout, où on aurait un temps alloué pour chaque question et il y aurait des débats contradictoires avec tous les bords politiques qui s'exprimeraient dessus. Parce que pour moi, c'est super important que les gens prennent des décisions démocratiquement en étant correctement informés et en ayant entendu. C'est ça l'étape compliquée, quoi. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. C'est pour ça que quand on parle de tirage au sort, ça peut sembler un peu fou. Quoi, tu vas juste tirer au sort des gens et ils vont décider. Mais le tirage au sort permet aussi qu'il y ait des experts qui passent du temps. Parce que tu peux pas envoyer des experts pour informer tout le pays, les gens ont autre chose à faire de leur journée. 70 millions d'habitants. Mais en faisant un tirage au sort de la population, tu as à la fois quelque chose de représentatif et tu as le temps de pouvoir faire venir des experts parler du sujet et de pouvoir informer avant le vote les citoyens, quoi. C'est vrai que ça, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, vas-y. Non, avant de changer de sujet, moi je voulais savoir. J'avais pas fini sur le RIC. C'est pour ça que c'est avant de changer de sujet. Ok. Non, vas-y, finis. Non, juste parce qu'il y avait ce truc de prendre le top 10 et aussi, il y avait tout un processus pour arriver de base dans cette liste de choix avant de faire le classement. Et ça serait qu'en fait, il faudrait que tu montes une association avec un certain nombre d'adhérents. Plein de garde-fous, quoi. Voilà, t'aurais plein de garde-fous. Il faudrait que ça soit validé par un sorte de conseil constitutionnel qui dirait est-ce que c'est conforme ou pas à la Constitution. Ouais. Une fois que c'est machin. Et donc, il y aurait tout un processus. Et là, je me suis dit, attends, ouais, on pourrait carrément faire un RIC s'il y a une implémentation qui fonctionne, qui garantit à la fois qu'il y a des propositions de qualité, qui soient pas juste des trucs un peu absurdes, qui n'ont pas beaucoup de soutien, mais qui sont mis au vote de façon un peu bizarre. Et en même temps que ça reste dans les limites de la Constitution. Après, il y a la question de est-ce que tu peux réformer la Constitution avec, et là, ça devient ouais. Un peu plus compliqué, mais je suis aussi pour qu'on puisse modifier la Constitution. Bref, qu'est-ce que tu allais dire? Je voulais, avant qu'on change de sujet, te demander, toi, tu dois choisir ce qu'on fait avec 200 000 euros pour ta ville, en suivant les thématiques qui ont été données là. C'est quoi ta proposition de projet? Je sais pas, le droit au logement. Ah non, il faut que tu me proposes un projet là. Moi, personnellement, ouais. Je suis en train de réfléchir parce que moi, personnellement, il y a un gros problème de sans domicile fixe dans ma ville. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quand même... En fait, ça cause tellement de problèmes en cascade que c'est vraiment central pour moi. Le truc, c'est avec 200 000, qu'est-ce que tu fais, quoi? Bah, c'est ça. Tu peux acheter un appart, mais c'est pas... Enfin, qu'est-ce que... C'est... Ouais. Tu payes quelqu'un pour orienter des gens, c'est un numéro vert. Je sais pas, alors tu dois acheter un terrain et tu fais des
des logements un peu précaires, Avec 200 000. mais qui sont un minimum, je sais pas trop. Hein. Du coup, est-ce que c'est pas mieux de En fait, c'est pile la somme où ça commence à faire rêver les gens. Ah, 200 000 euros. Mais tu peux rien faire concrètement pour changer Pas à l'échelle d'une ville, quoi. Dans ta vie, oui, 200 000, ça peut changer ta vie, tu vois, mais pas... Du coup, vas-y, il faut une réponse. Je sais pas, moi, je sais Allez. pas. Je sais pas, de la Sinon, on les brûle. Si on brûle les 200 000, si tu choisis genre, pas quelque chose. Comme la scène dans le Joker, genre t'as la pile de billets. Ok, bon, ils vont être brûlés, il y a le briquet qui est allumé et tout. Je sais pas, une aire de jeu pour adultes. Allez, c'est bon. Mais il y a que le budget pour genre une méga balançoire, tu vois. Ouais. Genre on peut pas faire, ça va être un truc tout petit. Tu fais la balançoire au milieu d'une place où il y a genre masse de voitures, donc c'est vraiment pas l'endroit idéal pour ça. C'est pas calme ou quoi, tu vois, c'est chaotique. Et tu fais la balançoire avec t'as juste un arbre, genre t'as un séquoia géant avec une balançoire qui pend. D'accord. T'as juste balancé les 200K là-dessus. J'en sais rien, ok, je sais pas, je suis fatigué. Okay, toi, tu fais quoi avec? Bah, à toi. En vrai, tu m'as volé l'air de jeu pour adultes. T'avais vraiment ça aussi? Non, mais je peux dire autre chose si tu veux. Y a pas de souci. On est les pires. 200 000 euros. Ouais, si tu veux vraiment répondre à un projet. En plus, ça doit être 200 000 euros sur une mandature, à mon avis. Ils vont pas faire un budget participatif comme ça tous les ans. Donc, il faut penser à un truc qui dure sur 5 ans. Peut-être. Des pistes cyclables. Juste augmenter le budget dans tout ce qui est périscolaire. Parce que c'est totalement laissé à l'abandon et en fait, les adultes travaillent de plus en plus et ont de moins en moins de temps pour garder leurs enfants. Ouais. Du coup, les enfants sont perpétuellement garderie, mais les budgets n'ont presque pas bougé. Donc, t'as 3 animateurs qui ont à peine le BAFA, qui se battent en duel pour garder les enfants. Il n'y a aucun moyen pour vraiment faire le travail. Donc, je pense que ça serait pas mal, ça. Ouais, puis c'est un truc où 200 000 peut faire beaucoup dans ce domaine-là, quoi. Et les citoyens ça vont peut changer la vie de tous les enfants. Ouais. Et ils vont vraiment sentir que voilà, ça a amélioré leur quotidien. Ouais, c'est pas mal. Parce que ça, c'est à l'échelle de la municipalité. Parce qu'il faut aussi penser à ça. Genre, qu'est-ce qui est géré par la municipalité? Ouais, voilà. Ok, bon, bah écoute. Moi, j'aimerais rappeler quand même que si vous aimez ce contenu indépendant, vous pouvez faire un don à l'émission en vous rendant sur lerendez-nous.fr. Vous pouvez aussi, si vous êtes en live actuellement, vous avez un lien dans le chat. Nous sommes pas possédés par un milliardaire et il y a un coup à ça, c'est qu'il nous faut un soutien populaire. C'est ça. Et il y a un petit bonus, si vous le souhaitez, quand vous faites un don, vous pouvez aussi poser une petite question et on y répondra pendant le segment questions-réponses à la fin de cet épisode ou à la fin du prochain, bien sûr, si vous écoutez en différé. On n'est pas non plus des devins, on peut pas à l'avance savoir quand vous allez faire un don. Pas encore. On est en train de mettre ça en place, les gens. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir le petit sentiment j'ai permis à cette émission d'exister, vous pouvez faire un don. Ça peut être grâce à vous. Merci en tout cas. Et on passe au sujet suivant, et ça, j'étais mort de rire. Je voulais absolument en parler, parce que d'habitude, les grands sujets d'actualité, on essaie d'éviter parce que vous avez déjà entendu parler de tout ça, mais là, c'est tellement marrant. Le RSA travail forcé est un succès. Selon le ministre du Travail. Olivier Dussopt, qu'on adore. RSA conditionné, le ministre du... Oui, donc eux, ils appellent ça RSA conditionné, bien sûr. Donc ça veut dire que le RSA, qui est normalement le revenu... Avant, c'était le RMI, carrément, revenu minimum d'insertion. Là, c'est devenu le RSA pour déjà mettre l'idée en tête que t'es censé être actif. Parce qu'il y avait déjà ce conditionnement où bon alors tu fais des trucs parce que sinon on t'enlève ton RSA, tu vois. Mais c'était pas aussi violent que ce qu'ils veulent mettre en place. Parce que là, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est 20 heures. Il faut que vous ayez 20 heures il y a une condition de 20 heures de formation, etc., pour pouvoir garder votre RSA. Le RSA, c'est vraiment des sommes minimum qui permettent de survivre pour les gens qui le touchent aujourd'hui. Et c'est ce qui permet à notre pays de pas tomber dans un état de tiers-monde horrible où... T'as juste des gens qui meurent parce qu'ils ont perdu leur emploi il y a plus de 2 ans et qui retrouvent. Je vous rappelle que le chômage, on parle du chômage comme si c'était un truc incroyable, genre les gens touchent le chômage. En fait, il y a une limite. Et si la personne ne retrouve pas de chômage, retrouve pas d'emploi après la limite de son chômage qu'il peut percevoir, la personne est juste théoriquement au RSA. En vrai, c'est bien de le rappeler parce que tu sais qu'il y a plein de gens
qui littéralement ne savent pas ça. Genre, ils pensent que... En fait, il y a plein de gens qui n'ont jamais touché le chômage de leur vie ou n'ont pas connu des gens qui ont touché le chômage. Et c'est super pour eux. Et ouais. Et bien joué. Et genre, ils pensent que le chômage, c'est genre, si tu travailles pas, tu l'as. Ouais, c'est ils ça. savent pas comment... Non, je pense, la limite, c'était 8 mois à un moment. Je pense qu'ils ont baissé à 4. Ils ont baissé encore. Et encore pire que ça, c'est 6 ou à 4. Vous ne touchez pas forcément votre chômage quand vous perdez votre emploi. Ça dépend de comment. Ça dépend de la situation. Si vous en avez marre de vos conditions de travail et que vous rendez le tablier, vous ne touchez pas, dans la plupart des cas, vous ne toucez pas votre chômage. Non. Là, c'est une démission. C'est une démission, vous n'avez pas le droit au chômage dans ce cas de figure. Mais vous pouvez être poussé à bout et si jamais vous ne faites pas les démarches de prud'homme, je sais pas quoi, bah vous partez et vous touchez pas le chômage, quoi. C'est un peu... Bref. Tout ça pour dire que là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lancé une expérimentation pour essayer de montrer genre, oui mais regardez, on a fait une expérimentation, ça a marché, donc on va le mettre à l'échelle nationale. Sur le RSA. Hein. La loi, le RSA. Le RSA est en train, la loi sur le RSA conditionné, elle est en train d'être étudiée à l'Assemblée. Elle a été signée au Sénat et pas mal de ces amendements, dont l'amendement sur le conditionnement à 20 heures d'activité, a été voté à l'Assemblée. Ça va normalement être voté carrément le projet de loi global à l'Assemblée pour une mise en place en 2025. Donc, en ayant mis des expérimentations en place, ils s'attendent à ce qu'ils puissent montrer, regardez, en fait, c'est un bon projet, donc c'est une bonne idée. Mais regardons un peu les conditions de ces expérimentations. Donc là, c'était Olivier Dussopt qui était à Bayonne pour faire un bilan sur 6 mois d'expérimentation. Ok. Mais je vais juste dire un truc qui est trop marrant. Donc là, on parle d'un RSA travail forcé, un RSA conditionné à de l'activité. Ouais. T'es obligé de le faire, sinon t'as pas ton RSA. Ouais. Comment ils ont fait cette expérimentation ? Est-ce qu'ils sont allés dans la ville et ils ont dit à toute la ville, à partir de maintenant, vous êtes obligé de faire du travail pour avoir votre RSA ? Est-ce qu'ils l'ont généralisé en gros à toutes les personnes ? Comme ça sera fait en 2025 selon leur loi ? J'ai comme l'impression que non. Non. Ils ont, en fait, c'était sur la base de volontariat. Sur 2000 bénéficiaires possibles, 600 ont été volontaires à Pau et dans les alentours pour tester ce nouveau RSA. Un RSA conditionné sur de l'activité, mais les gens sont volontaires pour faire ça. Attends, comment ça Donc, marche ? en quoi c'est conditionné du coup ? Donc, puisque tu peux dire non, je suis plus volontaire, mais tu pourras pas dans la loi. Oui, c'est ça le truc. La loi qui sera mise en place en 2025, tu pourras pas dire non, moi je veux pas être volontaire pour cette expérimentation, ce sera généralisé. Et donc après, attends, t'es en train de me dire qu'en fait, l'étude de est-ce que ça a eu un impact positif ou pas, il se base sur 600 personnes qui ont dit oui, je veux bien. Oui, je veux bien être conditionné à cette activité. Donc c'est sans doute des gens qui avaient besoin, parce que eux, ils proposent ils proposent des comment ça s'appelle ? Des formations, oui, ils proposent pour que pendant ces 20 heures, tu fasses des choses. Mais en fait, il y a des gens, ils veulent pas faire des formations. D'ailleurs, c'est sans doute les gens qui n'ont pas voulu prendre le RSA conditionné. Oui, tous ceux à qui ça convenait pas et à qui ça va pas convenir et ça va empirer la vie n'ont pas été volontaires. Donc, en fait, ils ont juste introduit un biais d'échantillons immense dans leur étude pour dire, en fait, regardez, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont conclu de ce truc-là ? Ils ont dit... Ben, c'est ça qui est trop marrant. Ils disent, à 6 mois de fonctionnement, on est déjà sur le mois de septembre avec plus de sorties du dispositif des bénéficiaires du RSA que d'entrées. Mais je comprends pas. Vu que c'est sur base de volontariat, leur expérimentation. Donc il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire, je comprends pas. En quoi c'est une bonne chose ? Je comprends plus rien à leur truc. Comment ils mesurent ça ? Puis en plus, on sait très bien que là, actuellement, ils vont faire les formations et tout, mais ils ont dit que c'était formation ou activité dans une entreprise et tout, et on sait qu'au final, ça sera juste genre des sortes de formations / stages. Donc en fait, il y a eu... hyper sous-payés dans des entreprises, en gros, et ça va juste bénéficier aux boîtes privées. Hein. Sur l'échelle de toute la France, avec les départements qui étaient favorables à l'expérimentation, apparemment 40 000 personnes ont été volontaires pour tester le nouveau RSA. Le nouveau RSA. Le RSA conditionné. L'absence d'RSA. Sauf que l'expérimentation, pour faire cette expérimentation, ils ont reçu une enveloppe de 900 000 euros. Oula. En plus de tout le dispositif en place. Mais est-ce que dans la loi finale, il y aura une enveloppe proportionnelle au nombre de gens ? Je ne sais pas. C'est-à-dire de 500 trilliards d'euros. Je ne sais pas. Attends, c'est trop bizarre. Donc en fait, avec ça... C'est pour faire toutes les formations. Ils ont payé des formations et tout.
Ouais, donc en fait, ils ont mis en place un truc qui sera pas du tout le système final, qui est complètement différent, avec un immense biais d'échantillonnage. Et là-dessus, ils vont conclure que, regardez, ça a eu un impact marginalement positif. Donc, c'est assez fou, non? c'est le truc habituel, les gens, de toute façon. On a l'habitude avec ce gouvernement. Donc, ils veulent élargir l'expérimentation, bien sûr. Il proposera aux conseils départementaux volontaires de trouver de nouveaux bassins pour cette expérimentation. Mais vu que l'expérimentation n'a aucun rapport avec le projet qui sera mis en place en 2025, en fait là c'est une énorme blague. Voilà, je me permets de le dire. En vrai c'est marrant au stade où on en est. On rappelle en fait ça va être quoi l'impact de cette loi concrètement. Ça veut dire qu'en fait les employeurs ils peuvent maintenant prendre des personnes au RSA à travail forcé qui revient en fait à un salaire horaire bien inférieur au SMIC. Mais tu es sûr de ça? Parce que beaucoup de gens me disaient non mais c'est une activité, c'est pas du travail. Ça va être faire le code par exemple de conduite. Non, moi j'ai des infos comme quoi c'est des entreprises privées qui peuvent prendre quelqu'un. Mais du coup quel sera l'intérêt pour une entreprise de demander aux gens de les prendre au SMIC plutôt que de prendre des gens au RSA? Bah non, aucun intérêt. Ils prendront des gens au RSA. Donc tous leurs CDD qu'ils ont actuellement, ils vont les virer et ils vont prendre des gens au RSA pour les payer que 500 € au lieu de les payer 1400? Oui. C'est un nouveau contrat de travail inférieur au droit du travail existant, mais masqué parce qu'on est en train de dire « Oh, c'est une mesure !» En fait, c'est juste un autre RSA et c'est un truc de solidarité. Mais oui, non, c'est complètement lunaire cette réforme. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Je rappelle qu'il y a 2 millions de foyers en France qui touchent le RSA. C'est les gens les plus pauvres de la société. C'est les gens, genre, je sais plus quel pourcentage, c'est littéralement des mères seules qui éduquent toutes seules leurs enfants, qui sont isolés, qui sont dans une situation de précarité, de galère et tout. Enfin, les gens, c'est juste une dystopie totale, ce qu'ils sont en train de mettre en place, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est les députés, les républicains qui se félicitaient d'avoir mis cet amendement. J'ai vu un tweet. Je sais plus c'était de qui, de les républicains, c'était Ciotti, je sais plus, mais c'était horrible. Ils étaient en mode trop bien, on l'a fait, regardez, les gens vont enfin être mis au boulot. Alors qu'en fait, non, ils vont juste remplacer d'autres travailleurs qui eux-mêmes vont tomber au RSA travail forcé. Bref. Moi, j'aimerais mieux comprendre. Il y a un flou sur c'est quoi les activités dont on parle. Est-ce que c'est obligatoire? Ça serait bien, parce que il y a quand même Olivier Dussopt en mai qui nous disait officiellement les 15 à 20 heures d'activité obligatoire ne seront pas dans la loi, mais ce sera un objectif individualisé. Ce sera un contrat d'engagement réciproque entre l'allocataire et son conseiller, mais ce ne sera pas une obligation. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce qu'en fait c'était un mensonge à l'époque? Bah récemment, moi j'ai vu des clips de débat à l'Assemblée et ils disaient assez clairement, en tout cas les opposants à la réforme disaient assez clairement que oui, ça va bénéficier à des entreprises. Donc c'était un mensonge apparemment. Apparemment. On vous tiendra au courant les gens. Reposez-nous la question là, sur le prochain épisode. Il y a un truc quand même pas mal à la fin de l'article. Donc c'est un article sur ici. Et c'est un article qui disait que à la fin, une déléguée syndicale, le RSA n'est pas un outil destiné à viser le plein emploi. Ça a été conçu comme un bouclier contre la précarité pour lutter contre l'exclusion, notamment des travailleurs pauvres qui sont bénéficiaires du RSA. Obliger et contraindre les bénéficiaires du RSA, c'est un peu détourner les choses qui provoquent leur situation. C'est une réalité, c'est-à-dire que totalement. La personne est au RSA parce qu'elle n'arrive pas à trouver un emploi. Donc maintenant, on va lui dire, pour pouvoir toucher ton RSA, que tu as demandé puisque tu n'arrivais pas à trouver un emploi, tu dois trouver un emploi. Mais tu n'auras pas le salaire. C'est le problème de base. On rappelle qu'il y a entre 6 et 7 millions de demandeurs d'emploi au sens de Pôle emploi, toutes catégories confondues. Hein. Là-dedans, vous avez aussi des gens qui font du temps partiel mais contraint, qui veulent plus d'heures de travail mais qui n'en trouvent pas. Il y a aussi, je sais plus, 3 millions de demandeurs d'emploi catégorie A, donc ça veut dire sans aucun job du tout. Et juste, en fait, il y a une immense pénurie d'emplois en France. Si vous avez le droit au RSA, demandez le RSA actuellement. Ça sera mis en place en 2025 apparemment. Il n'y a aucune raison que d'ici là, vous ne profitiez pas des droits qui vous sont dus. Bien sûr, il n'y a pas suffisamment de gens qui le demandent quand ils ont droit, donc vraiment...
vérifiez si vous avez le droit, vérifiez aussi sur les sites de services publics si vous avez le droit à d'autres Ouais, beaucoup de gens ne demandent pas l'aide, la prime d'activité. la prime d'activité. Demandez les droits que vous êtes dû, quoi. Ouais, c'est pas censé être gatekeepé Ouais, c'est derrière fou. une demande. Normalement, ça devrait être... L'impôt, si tu le payes pas, on vient de voir. Pourquoi là... Moi j'ai eu une situation comme ça où j'ai dit, mais attendez, si la personne le demande pas, elle restait dans la merde, et là, juste, elle le demande et vous lui donnez? Oui. Et vous avez les informations comme quoi Ouais. elle est Tu éligible. sais que cette personne est dans une catastrophe pas possible. Faut se rappeler, ces aides-là, elles sont pas faites pour être gentilles. Elles sont faites parce que le pays fonctionne mieux quand les gens touchent ces aides. Bah, concrètement, si on n'avait pas mis en place le RMI à l'époque, donc c'était l'époque du... tu sais, il y avait eu les chocs pétroliers, il y avait une augmentation, vraiment le début du chômage de masse comme on le connaît aujourd'hui en France. Si ça avait été pas mis en place, très concrètement, il y aurait eu des émeutes de la faim. Il y aurait eu juste des gens qui littéralement ne peuvent pas vivre et qui iraient genre piller les supermarchés et tout. Donc on a besoin en fait de ce filet de sécurité. C'était un besoin pour le bon fonctionnement. Et puis ça permet aux gens de pas être complètement mis à l'écart de la société et d'avoir une chance de retomber sur leurs pattes, quoi, et de pouvoir se réinsérer. Quand même, c'est la base, quoi. Et encore, c'est très loin de ce qui serait nécessaire, parce que moi, je suis pour qu'il y ait une garantie des besoins vitaux, pas juste qu'on donne une somme et qu'on dise bon bah ils ont qu'à se démerder avec cette somme, parce que selon là où t'habites, selon ta situation, une somme ou une autre, c'est complètement différent. Donc on peut pas juste donner une somme et partir du principe que ça suffira pour vivre, surtout avec l'inflation qu'on voit actuellement. Les aides suivent pas assez l'inflation, etc. Donc bon. On a encore du chemin à faire, quoi. Ouais. Après, il y a des partis qui proposent de mettre en place des gouvernements qui, mais au lieu de conditionner ce RSA à du travail, etc., proposent des grands plans d'investissement pour améliorer la situation, en fait, pas l'empirer. Ouais, donc créer des emplois publics, ce qui pallierait au problème du chômage de masse. Et il y a un truc, ok, juste pour, je sais qu'on en parle depuis un moment de ce sujet, mais il y a un truc quand même, et je pense que tout le monde va s'en rendre compte quand ce sera appliqué en 2025. Du coup, les gens là maintenant ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. Le RSA, la réforme du RSA, elle touche absolument toute la société. Elle touche pas les gens au RSA, elle touche tout le monde. Et les gens s'en rendent pas compte puisqu'ils se disent mais moi j'ai pas besoin. Tu sais, c'est une sorte de fierté que tu peux avoir de dire mais moi j'en ai pas besoin du RSA, je fais mon travail. Donc ils ont bien fait pour eux. C'est pour ils ces avaient, gens. ils avaient ça va leur apprendre, ils avaient qu'à faire une activité. De toute façon, c'était pas juste qu'ils aient cet argent sans travailler. En fait, non, en fait, vu que on va devoir trouver des places pour ces gens-là, parce que techniquement, on peut pas les laisser crever. Donc, ça va être ouvert au marché privé. Et quand ça sera ouvert au marché privé, vous êtes sur la sellette. Ah oui. Vous, si vous faites actuellement un emploi qui peut être fait par quelqu'un d'autre, eh ben, il sera fait par quelqu'un d'autre qui sera au RSA, en fait. Il y a actuellement 1 950 000 bénéficiaires du RSA. Ouais. Tu multiplies ça par 20 heures et tout ce temps de travail, il doit être effectué. Et on est déjà dans ça en fait. Ça va être une pression à la baisse sur les salaires qui genre, c'est vraiment un truc qui n'a jamais été fait en fait de l'histoire récente de la France. Ça va être un nouveau niveau de pression à la baisse sur les salaires d'absolument tout le monde. Ce sera de la folie. Et c'est comme ça qu'ils vont vous avoir, en ciblant, en disant dans leur communication que c'est pour les bénéficiaires du RSA, etc. C'est pour les remettre au boulot et tout. Justement, il y a la masse des travailleurs qui sont pas trop informés sur le sujet, qui vont pas forcément remettre en question ce qu'on leur dit là-dessus. Bah, ils vont tomber dans le panneau et ils vont se dire ouais, c'est pas moi, ça a pas d'impact sur moi. Donc ouais, t'as totalement raison de rappeler que en fait, ça touche absolument tout le monde. Je rappelle aussi que il est possible qu'on ait plus ce gouvernement-là au pouvoir d'ici 2025. Ouais, peut-être ça va être 2 années très difficiles en 2025. À partir de 2025, et en 2027, on change de gouvernement aussi. Hein. Et aussi peut-être avant, puisque techniquement, ça c'est ton délire. La dissolution de l'Assemblée nationale est une possibilité. Ça a déjà été fait dans l'histoire du pays. Faudrait juste convaincre le gouvernement avec un mouvement social d'ampleur de faire ça. Et c'est techniquement possible. On en parlera dans un futur épisode. Alors,
sais que moi, On change de moi sujet. j'y crois pas dans la dissolution. Hein. Pourquoi t'y crois pas? Parce que On fait une grève générale. elle est du fait du président. Mais s'il y a une grève générale, Mais il dit non, il va juste dire non, je comprends pas. si l'économie Pourquoi il du dirait pays est oui? bloquée, Pourquoi ça lui sert à quoi? Il peut même pas être réélu, ce sera... Quel est son intérêt? bah juste pour littéralement pas provoquer une crise économique en France, Ah bon, ok. C'est ok. pour débloquer une situation de Non, oui, bien blocage sûr, intense. ça avait l'air de l'intéresser la dernière Ok, fois qu'il y a eu un non. mouvement de masse. Ok, Ça avait l'air de l'intéresser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu la retraite à 64 ans. Parce qu'il y a eu le mouvement de masse. la réforme des retraites. C'est pour ça? Rappelle-toi ce qui a été fait pendant la réforme des retraites. Est-ce que tu te souviens quand les raffineries... Sujet suivant. Vous voyez, il veut même pas écouter mes arguments. Non mais vraiment, est-ce que tu te souviens quand les raffineries commençaient à être bloquées? Il y avait la plus grosse raffinerie qui était fermée, il y avait la CGT qui était bloquée. Oui. Il y a eu un moment 35% des Oui. stations Oui. qui avaient une pénurie d'essence, d'accord? Donc là, il y avait des fils qui commençaient à démarrer et tout. Mais il y avait plein d'autres centres logistiques du pays qui n'étaient pas bloqués par les syndicats comme ça. Hein. Il y avait Rungis, les routiers, etc. D'accord. Et moi, je dis juste que s'il y avait un blocage supérieur, aussi la stratégie des syndicats, moi, je la critique fortement. Ouais, mais en fait, Les grèves perlées, si c'était des journées... de mon etc. point de vue, le changement d'organisation qui serait nécessaire pour tous les syndicats et associations et partis politiques, et surtout les syndicats, pour que le mouvement aboutisse à une grève générale hyper ciblée, hyper efficace, avec tous les gens, par exemple, qui travaillent dans des métiers à haute qualification, où on s'en fiche s'ils sont en grève ou pas, eux sont en train de donner aux caisses pour permettre cette organisation-là, moi je la vois pas sur une échelle de 2 ans. Il va falloir changer de l'intérieur tous les dispositifs. Bah écoute, ça peut aller vite avec une tribune publique, vas-y, pourquoi pas. convainquant les gens. Moi, je suis déjà, moi je suis convaincu, et je le vois tous les jours sur mon stream et tout, il y a plein de gens qui sont d'accord et qui ont la critique que moi j'ai sur les syndicats existants. À la limite, si tu sur me l'absence disais, de stratégie. à la limite, si tu me disais, il y a carrément un nouveau syndicat qui se forme. Et pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Tu dis à tous les gens qui sont actuellement dans d'autres syndicats de juste le rejoindre, et là, le seul but du syndicat, c'est de faire ce que tu es en train de dire. Oui. Mais après, il faudrait carrément des gens de grosse ampleur, des énormes symboles, des icônes qui font de la pub pour ton truc. Là, et qui, là, ouais, bah écoute, lance un syndicat. Faut se donner les moyens à un moment. Genre, ouais, on fera peut-être ça, on va peut-être lancer un syndicat. À un moment, il faut se donner les moyens. Enfin, en plus, combien de gens veulent du changement tout de suite? On en a marre de Macron, on en a marre de ce gouvernement et seraient hyper chaudes de rejoindre un truc qui a des bonnes chances de fonctionner, puisque il y a des stratégies assez efficaces qui sont proposées, qui sont plus réalistes que des grèves perlées, qui sont plus réalistes que faire des manifs point A, point B dans Paris, qui sont plus réalistes que brûler des poubelles et les mettre au milieu de la rue. Ah, ça marche pas, ça? Voilà, c'est juste le blocage de l'économie, la grève. J'ai peut-être. Mai 68, ça a fonctionné. Il y a plein d'exemples historiques où ça a fonctionné. Au bout d'un moment, l'exécutif, il va littéralement recevoir des appels de tous les acteurs majeurs de l'économie française en disant non, mais là, il faut débloquer, il faut faire quelque chose. Ouais. Et si la demande principale de ce mouvement massif de grève générale, c'est la dissolution de l'Assemblée et des nouvelles élections, moi, je pense qu'ils seront contraints de le faire. Alors, moi, je pense que ce genre de mouvement-là, il peut avoir une origine que dans un moment de choc. Donc, par exemple, pour les retraites, c'est littéralement le texte qui arrive à l'Assemblée qui a tout de suite mis tous les gens dans la rue, tu vois. Le fait de pouvoir lire effectivement que la retraite passera à 64 ans. Alors qu'on sait depuis longtemps que le projet... en train de dire que c'était ça le moment à saisir pour le mouvement social et non, que je suis en train de dire que n'ont pas été à la hauteur. S'il y a une dissolution, etc., ce sera après un mouvement qui aura été provoqué. Ce sera pas après juste tout le monde qui se réunit sans vraiment une raison spécifique. Et je pense que par exemple... Donc il faut qu'il y ait quelque chose dans l'agenda médiatique. En 2025, l'application du RSA conditionné pourrait être une poudrière, quoi. Faut pas attendre jusqu'à 2025. Je sais, mais je vois pas comment tu réunis tout le monde pour là maintenant, genre on se dit allez, maintenant on lance la grève. Sur la réforme des retraites. Mais elle est mise en application actuellement. Il y a déjà des gens, aujourd'hui leur dossier était bloqué et ça y est, ils vont avoir leur retraite plus loin que prévu. C'est une bonne question. On essaiera de trouver un truc pour un truc déclencheur. Je sais pas les gens, je sais pas. Moi je dis juste qu'on peut faire mieux. Non mais je sais, mais
On peut faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. Moi, j'aime pas que ce soit juste des effets d'annonce. Je veux pas on dise ça, on pourrait techniquement le faire quand il y a aucune raison matérielle que ce soit en train d'être fait. Mais moi, je dis ça plus à viser des acteurs syndicaux. Mais est-ce qu'ils écoutent le podcast assos, actuellement ? etc. Oui. Bah bonjour à tous. En fait, il fallait ne pas permettre à la retraite de passer. Vous étiez au courant ou pas ? Non, mais est-ce que quelqu'un à la CGT ou à la CFDT peut m'expliquer pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait en fait ? Mais non, jamais ils t'expliqueront que pourquoi bip, 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 bip. BPT doomer un peu, tu vois, ils disent t'es doomer. Je suis pas doomer, c'est juste que je pense que ça va un peu faire un effet de ah oui, on le dit, mais on n'a aucun moyen de le faire. Faut quand même que ce qu'on dise, on puisse le faire. Faut pas juste dire là, sinon plus personne te prend au sérieux. C'est vrai. Moi, je pense que oui, c'est vrai. Regarde, juste de dire que sur un événement comme du jour au lendemain, 2 millions de personnes dans la population sont forcées de travailler dans la 6e puissance mondiale, je pense que c'est un bon élément déclencheur pour lancer toute une campagne d'événements. C'est quelque chose qui permet aux gens de se dire « Ok, je veux bien me déplacer pour changer les choses. » Mais ça, on pourrait le faire maintenant. Non, ils sont en train de mettre en place des expérimentations. En fait, il suffirait qu'il y ait une coordination pour mettre dans l'agenda médiatique ce truc-là. Les personnes voudront bien te rejoindre dans ton action d'essayer de contester ce que fait le gouvernement s'ils pensent que assez de gens pourront le faire. Mais ça, ce sera le cas que si le truc est tellement gros que tout le monde va se dire oui, non, c'est ce qui s'est passé sur les retraites. Je dis non, sur les retraites, personne ne va accepter qu'on fasse la retraite de 64 ans. Donc tout le monde est sorti pour dire, en se disant, mais il y a une chance que ça marche. Et il y avait une chance que ça marche. Oui. Si les syndicats ne nous avaient pas abandonnés. C'est ça la réalité, on va pas se mentir. Oui, c'est ça. Le coup de faire des marches pour dire aux gens, c'est bon, vous avez fait votre marche, on se retrouve la semaine prochaine. Quoi ? Attendez, je croyais qu'on faisait une grève. Il est où le piquet ? Pourquoi est-ce qu'on retourne au travail le lendemain ? Moi, je retravaille pas tant que là. Non, normalement, les syndicats, c'est leur boulot. Bref. Est-ce que tu as entendu la CGT sur le RSA travail forcé ? Non. Peut-être ils ont dit des trucs, mais moi, j'ai pas entendu. Si tu veux faire ton... Moi, ce que je dis, c'est on peut faire mieux. Si tu veux faire ce que tu as dit là, il faut que tu te prépares pour que, dans un moment comme celui-là, d'une application d'une loi horrible ou des choses comme ça, que tu aies un plan pour comment faire pour que ce soit pas les acteurs syndicaux qui ont des stratégies qui ne fonctionnent pas, qui soient à la tête des mouvements sociaux. Et je sais pas quel plan tu pourrais mettre en place. Moi, je pense que le mieux serait de faire une pétition de tous les gens qui sont techniquement actuellement dans le syndicat, qui payent leur adhésion pour faire pression sur les têtes de syndicats. Parce que si d'un seul coup, il y a l'intégralité des membres des syndicats qui ont signé une pétition, tu recueilles 2 millions de signatures en disant « Nous, on veut qu'il y ait une grève générale. Si vous n'avez pas un plan de grève générale qui est proposé dans les 8 jours, tu vois, tous les gens qui ont signé ce syndicat se recréent un nouveau syndicat qui voudra vraiment changer les choses. Et tu peux être que gagnant si tu fais ça. Mais pour faire ça, il faut que ce soit fait au bon moment pour que tu aies assez de gens qui signent ta pétition. Ouais. En faisant une campagne sur « Vous nous avez lâchés pendant les retraites, là, voilà, il y a un nouveau truc sur lequel il faut combattre et on mènera pas ce combat avec vos méthodes d'avant. » Le truc, c'est si c'est moi qui fais ça, genre, personne va suivre. Un peu doomer, là. Non, mais tu sais déjà comment ça se passe quand c'est moi qui propose. Tu sais qu'on a des sujets d'actualité à traiter. Non, là, on est parti. Là, enfin, on a une bonne discussion. Au 13e épisode, première discussion de... Non, mais bien sûr, c'était bien, mais... Non, mais tu sais déjà que si c'est moi qui propose, genre... À chaque fois que j'ai proposé un projet, genre... Tout le monde a chié dessus. Mais tu dis ça. Ouais. Mais si toi, tu dis ça, en fait, tout le monde peut le dire, en fait. Parce que LFI, c'est la même chose. LFI, à chaque fois qu'ils proposent quelque chose, tout le monde leur chie dessus en mode... Quoi ? Mais pourquoi c'est LFI qui propose ? On se rangera pas derrière LFI, c'est hors de question. En fait, chaque gens qui font des trucs dans la vie, en fait, tout le monde leur chie dessus. Donc, à un moment, on fait plus rien. Ouais, faut le faire. J'ai l'impression que c'est ça la situation. J'ai l'impression. Faut s'en foutre, en fait, ouais. Non, je suis d'accord. J'ai l'impression que tu dis, au moins je le fais, quoi. Au moins j'essaie de faire quelque chose, je sais pas. Ouais. Après, il faut que ce soit bien organisé. Il faut pas que ce soit un truc genre, mais oui, on peut, dans 2 mois, dissoudre l'Assemblée, je vous assure. Il suffit que 100% des gens le demandent. Ok, non, tu sais pourquoi je redis ça en boucle ?
Je redis ça en boucle pour que les gens aient le possible dans leur tête. Mais ça fait l'effet inverse. Parce qu'on se dit non, ce qu'ils proposent c'est impossible et ça nous désespère. Faut que tu proposes des choses qui sont réalisables, pas juste. Mais vous savez, si on était tous d'accord, 100% de la population, on pourrait faire plier Macron s'il voulait bien. C'est juste que les gens s'il le voulait bien, s'il était d'accord. Non, mais je rappelle. Si Macron le voulait et que 100% lui demandait, on pourrait le faire. En fait, j'ai pas envie que la population oublie les mécanismes existants de leur pouvoir, même si, oui, ça paraît pas réaliste parce que tout ce cas-là, c'est pas vraiment. Ça, on ne le voit pas en train d'être implémenté concrètement. Dans ce cas-là, il faut proposer comme la solution que je viens de donner, il faut proposer des vrais moyens d'y arriver. On va le faire. Tu peux pas juste dire peut-être cette fois-ci les syndicats ils seront sympas. Quand on aura un peu plus de moyens, il y aura un truc qui sera fait, vous inquiétez pas. Normalement, faites des dons pour le rendez-nous. normalement, je parle à Anas Kazib la semaine prochaine, donc ce sera une question que sur ta chaîne de stream. Oui, les gens. Ah oui, si vous écoutez juste le podcast. Je vous rappelle que moi, Bad Mulch, je fais un stream 5 fois par semaine sur ma chaîne Twitch. 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Parce que là, t'as compté le rendez-nous comme un des streams. C'est vrai. Très bon point. Fais attention à ce que tu fais. Non, j'avoue, là, tu m'as eu. Donc, n'hésitez pas à passer aussi sur le stream. On parle de plein d'autres sujets également. Et on fait des débats. Et on a des invités basés. On passe au sujet suivant. Parce qu'en plus, derrière, il y a le segment questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Le sujet suivant, c'est... J'ai plus sous les yeux, si tu veux. On a des nouveaux congés spéciaux et rémunérés. Ah oui. Pour le bien-être des travailleurs qui sont mis en place. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est mis en place apparemment pour les employés de AXA, notamment. Ouais, en fait, là, ça m'intéresse parce que la dernière fois, à plusieurs reprises, on parle de ce sujet-là sur l'émission. On avait parlé de la métropole de Lyon qui avait lancé les congés menstruels, mais aussi la semaine de 4 jours. Et là, c'est une entreprise privée. Et moi, c'est important ça aussi parce que je crois que les entreprises privées se rendent pas compte. À chaque fois, on le dit, mais le bien-être au travail augmente ta productivité tel que des fois donner des congés payés à tes employés au bon moment, ça peut avoir des impacts hyper bénéfiques, que ce soit parce que du coup les employés vont pas vouloir juste partir de la boîte parce qu'ils se sentent complètement maltraités, ou carrément au jour le jour parce qu'ils vont mieux travailler, parce qu'ils seront moins désespérés. Totalement, donc, ça peut vraiment tout changer. Donc là, c'était des congés payés donc, qui ne sont pas prévus dans la loi, c'est des congés payés qu'ils ont décidé de mettre en place. Et ils ont décidé de les mettre en place pour une raison simple, c'est que c'est par exemple quand tu as des accidents de vie, quoi. Et que du coup, tu as besoin de temps pour te remettre. Ouais, genre tu dois faire le deuil d'un membre de ta famille. Alors ça, c'est c'est prévu par la loi. Mais là, ce serait carrément des problèmes dans ta famille, des choses comme ça. Donc, de quoi on est en train de parler ? Je pense que tu as 2 jours dans la loi actuellement. Je crois que c'est... Ça, ils avaient demandé de l'augmenter, ils avaient refusé les macronistes, je crois, si je me rappelle bien. Et là, du coup, AXA, ils disent qu'eux, ils augmentent à 5 jours cette durée-là. Ça peut être jusqu'à 5 jours, en effet. Donc, en gros, il y a 120 000 salariés dans le groupe. D'accord ? Et ces 120 000 employés, si jamais il y a des violences intrafamiliales, si jamais il y a, par exemple, un projet d'enfant et que, du coup, il y aurait un congé pour le coparent. Oh, ok. Tous ces cas de figure seraient pris en compte pour te proposer, c'est ça, jusqu'à 5 jours de congés payés. Ouais, c'est pas mal, hein. Lutter contre le mal-être des salariés. Donc ils disent, donc améliorer la santé physique et mentale de ses collaborateurs. C'est marrant de dire collaborateurs. Et voilà, donner le temps, le soutien et les ressources nécessaires aux 120 000 salariés pour prendre des décisions professionnelles et personnelles en toute confiance. C'est quand même marrant quand on a comme ça... tu sais, on dit souvent qu'en fait, il y a beaucoup d'employeurs, d'entreprises privées dans le système capitaliste dans lequel on est, qui en fait font des choses qui sont techniquement contraires à leurs intérêts. Ouais. Que ça soit par exemple dans l'ensemble quand il y a trop de baisse de salaire, il y a trop de choses comme ça et les gens peuvent même plus acheter les produits, les services de l'économie, donc ils ralentissent leur propre activité. Ou ces trucs-là de pas assez de congés, ce qui diminue la productivité. Et là, du coup, on a un acteur privé qui juste se dit, en fait, faisons ça. Mais ce qui est trop marrant, c'est que
les gouvernements de droite vont baisser les temps de pause des salariés en augmentant la durée du travail, par exemple en repoussant l'âge de départ à la retraite, ou même en autorisant plus que 35 heures avec divers dispositifs. Bah là, pour reconnecter au sujet de tout à l'heure, l'idée que maintenant le RSA il est conditionné et que du coup si tu perds ton travail, ce sera pas uniquement que tu seras au RSA, c'est carrément que tu n'auras plus rien. C'est encore une source de stress, toutes ces réformes-là dont tu parles, ouais. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que ces gouvernements de droite, ils vont faire ces politiques-là en disant que c'est au service des entreprises, notamment du CAC 40 ou des grandes entreprises et tout. Et dans le même temps, ces grandes entreprises-là font le chemin inverse. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est juste dans leur intérêt. C'est ça qui est trop marrant. C'est dans leur intérêt. Et moi, je propose même, si vous-même, vous êtes sur votre lieu de travail, bah déjà, regardez s'il n'y a pas des syndicats existants. S'il n'y en a pas, pourquoi pas d'essayer d'en mettre en place. Et en fait, toutes ces propositions faites par une entreprise, pour moi, c'est un poids énorme quand vous allez voir votre employeur pour lui proposer de mettre ça en place. Parce que du coup, tu dis pas, on veut nous ça, tu dis ça serait mieux pour tout le monde. Regardez, cette entreprise l'a fait pour améliorer la condition de ses salariés, pour espérer avoir une meilleure productivité. Mais c'est ça, genre imagine tu travailles pour un concurrent de AXA. Bah carrément. Et tu te dis, bah regardez, AXA, ils ont mis en place ça au niveau mondial et en fait, bah ça a boosté leur chiffre d'affaires, ils ont eu des bons résultats, ils ont communiqué dessus. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas dans cette Je trouve ça peut être un bon levier de négociation. Ils sortent un chiffre dans l'article, c'est un article de La Dépêche, où ils sortent un chiffre, c'est 44% des actifs de l'Hexagone sont en situation de détresse psychologique. Un état qui recouvre des symptômes de dépression et d'épuisement, selon un baromètre réalisé par Opinionway. Les 3/4 des sondés affirment que leur santé psychologique est liée partiellement ou totalement au travail. On sait que les gens sont mal, hein. On sait que les gens sont juste mal dans ce système. Et quand t'es mal comme ça, bah t'es juste pas productif, et t'as raison, genre oui, tu vas pas bien, genre y a un problème. Donc c'est des sociétés comme Orange, Accenture, Mazars, Safran proposent à leur équipe plusieurs types de congés partiellement ou entièrement rémunérés pour faciliter leur vie, mais pour l'heure elles font encore figure d'exception dans le paysage français. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait le faire passer à l'échelle nationale via une loi. Clairement dans les syndicats que les gens se bougent un peu pour le demander. Clairement, il faut que ça devienne généralisé. Enfin, voilà, c'est comme on a des propositions de loi. Ce qui est marrant, c'est que c'est techniquement la gauche qui propose d'allonger le congé pour le deuil ou les congés parentaux et tout, et que c'est refusé par la droite. Donc oui, il faudrait juste que ça devienne des lois. Évidemment, baisser le temps de travail, évidemment, c'est un truc qui bénéficie à tout le monde. Je rappelle aussi qu'il y a des gens j'entends souvent des gens se plaindre en mode « Mais moi, j'adore travailler 60 heures par semaine, pourquoi tu veux baisser mon temps de travail ?» Et il y a plein de gens comme ça, donc laisse les gens travailler super longtemps s'ils veulent et tout. Mais on rappelle qu'on est en train de parler de la durée légale du travail ou de la durée légale des congés et tout, mais vous n'êtes pas forcé de les prendre. À quel moment vous êtes forcé de les prendre? C'est comme pour la retraite, tu sais. Ouais. La droite qui essaye de dire oui, mais s'il y a des gens qui veulent travailler plus longtemps, s'ils sont épanouis au travail, pourquoi est-ce qu'on va les forcer d'arrêter de travailler? Mais c'est littéralement faux. Personne a forcé d'arrêter de travailler, bien sûr. Et pareil, si vous voulez faire 15 heures sup pour votre entreprise, vous avez totalement la possibilité de le faire dans la loi française. Normalement, vous devez être payé plus d'ailleurs, ce qui est cool aussi. Pas toujours appliqué. Mais du coup, bah voilà, donc moi je dis, prenez ces informations et demandez à votre patron. Franchement, ça coûte rien, juste demandez-lui, mais tu leur dis, bah, vous ça vous intéresse pas que si j'ai des problèmes dans ma famille, je puisse respirer et tout. Enfin, totalement. Est-ce qu'on passe au prochain sujet? Juste un dernier mot. Ouais, vas-y. Si on mettait en place des réformes comme avancer la retraite à 58 ans ou mettre le temps de travail à 28 heures par semaine, je sais que ça peut paraître quoi, mais c'est trop peu. Non, en fait, si on mettait ça en place, il y aurait beaucoup moins de chômeurs et du coup, les entreprises se battraient pour obtenir les employés. Et du coup, ce genre de réforme-là, tous les jours, vous en verrez. Des entreprises qui commencent à proposer des trucs hyper stylés dans l'entreprise pour attirer les employés, tous les jours, ça se ferait. Ouais. Donc pensez-y un petit peu aussi, hein, à l'échelle de la nation, de juste... Je sais que ça peut être horrible
comme de défendre des propositions comme réduire le temps de travail et rapprocher la retraite. Mais ça peut aussi être bénéfique pour ce genre de situation. Bref. Totalement. On a un dernier petit truc, alors c'est sur les épiceries anti-gaspillage. Parce que cette semaine, on a des news comme quoi plusieurs épiceries anti-gaspillage rencontrent un franc succès, notamment à Lille. Et donc, en fait, on a une augmentation. C'est quoi? C'est 16%, de 16%, ouais, le chiffre d'affaires de ces enseignes-là qui augmente assez nettement. Juste pour le faire rapidement, pour qu'on ait le temps pour les questions après. Moi, j'ai pris tout cet article-là juste pour parler d'un sujet. C'est que l'article se termine par... L'enseigne a fait... Donc, c'est juste pour expliquer le concept. Il récupère des produits qui arrivent à péremption d'autres entreprises. D'accord. Et il les revend aux gens avec 20-30% de réduction. Ouais, c'est très bien. L'enseigne a fait 16% de chiffre d'affaires en plus, principalement avec les étudiants. Ah. L'article se termine comme ça. D'accord. Donc là, ça te fait réfléchir un peu plus et tu te dis... Je suis mal à l'aise. Est-ce qu'en fait, c'est une bonne news? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir? On est en train de découvrir que on n'est pas en train de faire des actions de sobriété voulues, de se dire « Ah ouais, ça c'est pas bien de gaspiller, du coup on va mettre ça en place pour économiser Non. Les gens sont dans une galère telle que on est en train de mettre ça en place et il y a un marché qui est en train de se créer pour ce genre de produit-là. On est sur de la sobriété contrainte, quoi. Plutôt que voulu. C'est ça. Et les étudiants, c'est un sujet qui est sous silence, mais c'est une catastrophe pour les étudiants aujourd'hui de vivre. Et je veux juste qu'on fasse gaffe de ne pas tomber dans une sorte d'écofascisme où chaque régression de notre société est marketée dans les médias comme... un truc écolo. Le succès des épiceries anti-gaspi. Aïe. Voilà, c'est tout. Passons aux questions parce que on a pris un peu, on a un peu mangé sur ce sujet-là avec d'autres sujets. Mais passons aux questions. Vous avez envoyé des questions intéressantes cette semaine. Vous pouvez continuer à le faire pour qu'on y réponde. Commençons par une question que je vais te poser à toi. Donc c'est une question qui nous a été envoyée. Attends, j'ai reperdu. Attends, je l'ai. Comment débattre de politique avec des personnes religieuses? Leur manière de penser leur permet tout bonnement d'ignorer la logique et les faits. Le simple fait d'aborder ces deux concepts peut être perçu comme une attaque à leur foi et ruine la discussion avec eux. Ouais, c'est super compliqué de parler à des personnes religieuses. En fait, ça dépend. Parfois, vous arrivez à leur parler de sujets, par exemple, de politique. Ils peuvent être totalement d'accord avec vous et favorables à des politiques dans l'intérêt général et vraiment séparer ces deux choses. Quand, par contre, on commence à parler des gens qui utilisent leur religion comme des justifications politiques ou, par exemple, je sais pas, de dire, par exemple, je suis contre l'éducation sexuelle pour les enfants, pour les mineurs ou je ne sais quoi, parce que pour des raisons de conservatisme religieux, ou je suis contre le mariage homosexuel pour des raisons religieuses et tout. Quand les positions politiques sont directement informées et basées sur des sortes de dogmes religieux, là, ça devient super compliqué, en effet. Et oui, totalement, ils peuvent ignorer la logique et les faits parce qu'en fait, le raisonnement se base sur le dogme religieux. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que je dis dans ce cas-là, je pense qu'il faut toujours essayer. Il faut essayer de parler avec ces gens. Il faut essayer de les encourager à revoir leur raisonnement et tout. Mais quand ça devient trop dur, je suis désolé, mais moi, au bout d'un moment, il faut dire que le truc qui va marcher, c'est une pression sociale suffisante sur ces gens pour que ça ne soit plus vu comme acceptable de défendre des positions qui nuisent fortement au bonheur des gens en se basant sur un dogme religieux, en fait. Il faut que ces gens-là soient littéralement... que ça soit plus accepté en société d'avoir ce genre de propos et ce genre de raisonnement. Ouais, genre, et donc, c'est cool que tu crois ça, mais là on est en train de parler de sujets importants. Il faut qu'il y ait un coût social à dire, moi, ma foi dit que on doit, je sais pas, faire de l'excision génitale sur les jeunes filles et tout. Il faut que ce truc-là soit complètement genre mal vu dans la société à tel point que la personne ne peut pas défendre ça. Genre, pour moi, c'est le dernier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que tu as un autre... Ouais, en fait, quand tu parles à quelqu'un, quand tu vas discuter avec la personne, si tu
commences à avoir des discussions où tu lui demandes mais pourquoi est-ce que tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? Et tu continues, la personne va le dire bah j'aimerais pas que les gens souffrent. Tu dis oui mais pourquoi tu penses ça? Et tu redescends comme ça. Et en fait tu redescends et normalement ce que tu es censé trouver à la fin c'est des axiomes politiques, donc ou des axiomes moraux où la personne juste elle pense ça. Il n'y a pas de raison spécifique, il n'y a pas une raison absolue. Elle pense ça parce qu'elle pense ça, elle peut pas l'expliquer. Donc ça va être des choses comme j'aimerais maximiser le bonheur du plus grand nombre et minimiser la souffrance du plus grand nombre. Ouais. Cette phrase-là, beaucoup de gens la partagent. Beaucoup de gens, si tu leur demandes s'ils sont d'accord avec ça, ils vont te dire oui. Mais tu ne peux pas descendre plus bas que ça, tu peux pas expliquer pourquoi. Oui, tu peux pas justifier pourquoi c'est une bonne chose de faire ça, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu dois forcément poser un truc comme vrai, axiomatiquement, sinon le raisonnement peut pas se baser sur quelque chose. Il n'y a rien qui est absolu, tu es obligé d'être relatif à quelque chose, et quand tu tombes sur ce truc-là est obligé d'être complètement basé sur rien. Oui. Voilà. Et plus tu peux descendre loin en parlant à quelqu'un, plus tu peux descendre loin jusqu'à quelque chose qui est vraiment loin, comme ce que je viens de dire par exemple, plus après tous les sujets de discussion que vous aurez ensemble, il y aura de la marge de progression sur des arguments logiques où tu pourras dire oui mais regarde c'est pour cette raison qu'on n'est pas d'accord, etc. Les gens qui ont des dogmes religieux, qui vont s'appuyer sur un texte religieux pour penser, le problème avec ça, quand il y a pas un problème eux de leur foi, ils font ce qu'ils veulent, mais le problème quand tu vas avoir des discussions avec eux, c'est que quand tu leur demandes mais pourquoi tu crois ça, très rapidement, très rapidement, t'arrives sur le texte religieux. Bah oui. Donc l'axiome moral de cette personne, c'est un énorme texte. Et malheureusement, soit tu dois remettre en question fondamentalement leurs axiomes moraux, ce qui est compliqué avec n'importe qui, pas qu'avec les personnes religieuses. Avec n'importe qui, remettre en question des axiomes religieux, c'est hyper compliqué. Ouais, et il y a quasiment aucun moyen de le faire de manière fiable. C'est selon la personne, est-ce que tu la connais, etc. Et d'ailleurs, ça peut, comme le disait la question, ça peut être vécu comme une agression. Parce que les axiomes moraux, c'est un peu toi, quoi. Ah oui, les gens se sentent attaqués, ouais. Et deuxièmement, tu peux quand même essayer de faire quelque chose en essayant de voir s'il n'y a pas des choses, tu vois, sous-jacentes. Par exemple, sur les textes, sur beaucoup de textes religieux, tu vas retrouver que il faut être gentil avec son prochain, tu vois. Oui. Tu peux peut-être te reposer sur des trucs comme ça pour dire, bah on a le même but finalement, et moi je pense juste qu'il faut faire comme ça pour l'obtenir, tu vois. En gros, tu es en train de dire la strate d'étudier le texte, de tirer les trucs qui peuvent être utilisés pour convaincre la personne. Alors ça, c'est notre stratégie. Ça, c'est de dire à la personne, mais en fait, il y a d'autres interprétations du texte sur lequel tu penses. C'est pas mal aussi, en vrai, ça peut fonctionner. Hein. J'avais déjà vu des débats c'est dangereux, publics. C'est dangereux parce que tu légitimes un peu la validité du texte, quoi. En fait, oui, en faisant ça, en disant, en fait, regarde ton livre sacré, moi c'est pas ça que je dis. On peut faire un truc bien avec. C'est pas une réinterprétation que je disais, c'est juste, toi, dans ton texte, il y a ce truc-là que moi je partage. C'est pas une réinterprétation, c'est juste on partage ce truc-là. Et du coup, en partant juste ce point-là que nous deux on partage, là tu peux faire des arguments logiques et tout. Puisque la personne a aussi ce but-là. Ouais. Ça peut fonctionner, hein. Franchement, je suis d'accord, faut le tenter ça. Hein. Mais oui, c'est très compliqué. Mais imagine dans le cas où ça fonctionne pas. Moi, je pense que si ça fonctionne pas, au bout d'un moment, en fait, juste faut plus parler à cette personne, quoi. Je suis désolé de ces sujets-là, quoi. À un moment, tu vas être obligé si la personne veut pas changer d'avis, bah tu vas pas. À un moment, tu peux pas, quoi. Pour moi, l'idéal, si vraiment la personne c'est totalement impossible de la faire changer d'avis par un autre moyen, c'est que juste ça soit genre cancel socialement que la personne dise son avis et dise oui, il faut faire ça parce que le livre sacré dit ça et que la foi dit ça, et voilà, et ça du coup c'est un changement culturel. Ça peut pas du tout être une politique mise en place par l'État, ça peut pas du tout être évidemment, je suis complètement pour la liberté d'expression individuelle, je suis pour la laïcité, la liberté de culte, la liberté de culte, la liberté d'exercer sa religion, sa foi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment des changements culturels. Mais bon, après, on est quand même, je veux dire, par rapport à il y a 200 ans, ou il y a 100 ans en France, on a fait beaucoup de progrès sur la lutte contre l'obscurantisme religieux, les dogmes religieux et tout. Il y a eu j'ai l'impression qu'il y a eu aussi 50% de la population qui est athée ou agnostique. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi en parallèle la montée d'une sorte de New Age, de dogmes qui seraient pas religions, de gens qui croient des trucs complètement absurdes, mais qui seraient même pas basés. Ouais. Moi, je trouve ça encore pire.
Parce que c'est même pas basé sur un texte qui aurait une légitimité socialement. C'est juste des gens qui commencent à croire à des trucs complètement absurdes. Genre. Ah oui, t'es en train de dire qu'au moins la Bible, ça fait des siècles qu'il y a des organisations hyper officielles qui légitiment. Et puis c'est pris dès la naissance. Dès la naissance, on va te dire oui. Oui, t'es éduqué comme ça. Alors que là, c'est des gens, ils vont regarder un film. Par exemple, il y avait un film qui s'appelait Le Secret, qui te dit que si tu penses quelque chose, ça va t'arriver. Donc si tu penses je vais devenir millionnaire, tu manifestes le truc. Le fait d'être millionnaire va se rapprocher de toi de manière magique. Non mais de manière. Ça marche. Hein. Moi j'ai pensé que j'allais être streamer. Moi je quitte le stream, je quitte le podcast. Bref. Bon, je pense qu'on a bien répondu. Une autre question pour BPT. Oula. A-t-il une date de prévue pour la sortie de la vidéo explicative sur le bail acquisitif? J'adore cette question. Meilleure question, merci à la personne qui a posé. Je vais sortir une vidéo sur le bail acquisitif. Nous sortons 25 000 vidéos que nous produisons 20 000 vidéos. chaque semaine. Non, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? J'avais des ambitions hyper élevées sur la vidéo que je voulais faire à l'origine. Et je ne peux pas les réaliser avec les moyens que j'avais. Du coup, je me suis réorienté sur une vidéo beaucoup plus simple que j'ai envie de faire. Ouais. Mais je veux pas quand même que ce soit n'importe quoi. Donc, j'avais pris du temps cet été pour travailler sur un livret. Un petit livret avec vraiment le fond de qu'est-ce que c'est que, il est bien que je propose. La forme va pas, mais j'ai le texte lui-même du livret. Et oui, bientôt, il y aura techniquement une vidéo explicative sur le bail acquisitif. Vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a une date? Non, puisque c'est pas mon activité principale. Je le fais sur mes temps libres et j'ai pas énormément de temps libre, donc ça va arriver. Quand? Le chat propose le 3 mars 2033 comme release date. Est-ce que tu valides? J'aimerais vraiment que ça soit cette année. Ok, non, en vrai, c'est bien. Moi, j'ai vu les gens, je l'ai vu bosser sur des animations 3D, donc voilà, c'est le leak de... Faut-il investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum? Oui. Plus sérieusement, non. Le plus rapidement possible. Plus sérieusement, existe-t-il des manières d'investir en bourse qui favorisent l'intérêt général? Investir en bourse. Moi, je trouve ça marrant le terme investir quand on parle de ça. Parce que quand vous achetez des actions d'entreprise, il y a deux possibilités. Soit vous les achetez sur le marché primaire, quand une entreprise émet des nouvelles actions. Par exemple, une boîte privée qui est possédée par deux actionnaires privés, deux particuliers, et qui fait son entrée en bourse pour être échangée publiquement sur les places boursières et tout. L'entreprise là va créer plein de nouvelles actions, va émettre des actions, et là, en fait, quand vous les achetez, ça contribue directement au capital, ça augmente le capital de l'entreprise. Donc là, vous financez directement. Ça marche pour toi l'internet? Attends, je fais un check. Désolé, hein, si ça marche encore. Petit test technique. Ouais, pour moi, ça marche. Hein. On est en live? Tout va bien, le chat? Oui, donc tu disais? Ouais. Donc ça, c'est pour le marché primaire. C'est-à-dire, réellement, quand vous achetez ces actions-là, l'argent va pour les entreprises et vous êtes littéralement en train de financer l'entreprise en effet. Le truc, c'est que le marché primaire, ces choses-là, ça arrive rarement. Et en fait, c'est un très faible pourcentage des échanges d'actions d'entreprise sur les marchés financiers. Dans l'immense majorité des échanges, dans l'immense majorité des cas, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est-à-dire c'est des actions qui ont déjà été émises et qui sont maintenant échangées entre des actionnaires qui achètent et vendent sur une place boursière, comme vous en avez plein, Euronext, etc. Et dans ce cadre-là, en fait, vous n'êtes pas du tout en train de financer l'entreprise parce que vous achetez, par exemple, si moi, demain, je vais acheter des actions Apple, je ne suis pas en train de financer Apple. Il y a quelqu'un qui possède des actions Apple et je lui rachète à lui et maintenant, il a l'argent et Apple ne touche pas du tout cet argent-là, d'accord? Ça, c'est l'immense majorité. Donc, c'est pour ça que je trouve c'est marrant le terme investir. En fait, dans la plupart des cas, quand les gens achètent sur le marché secondaire, le but n'est pas d'investir, le but, c'est de spéculer, de se faire un retour sur l'argent placé, et c'est-à-dire de tirer un profit personnel en pariant sur des augmentations ou des baisses, etc. Ça devient compliqué, il y a plein d'autres façons de placer son argent
dans ce cadre-là. Et donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il existe des manières d'investir qui favorisent l'intérêt général ? Moi, je dirais, si c'est le cas, numéro 1, le marché primaire où tu aides réellement à financer une entreprise qui se lance. Et imaginons que, par exemple, c'est une entreprise où c'est des gens... Pourquoi pas des prêts alors ? Pourquoi un investissement Genre, si c'est une entreprise positive et tout, pourquoi Parce que pour moi, dès qu'une entreprise devient publique et se lance en bourse, elle est foutue. Parce qu'elle a une obligation légale d'être rentable. De verser des dividendes. La personne à la tête de l'entreprise peut se faire virer par le conseil d'administration sous prétexte qu'elle n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour dégager des dividendes. Ouais, c'est vrai qu'il y a un besoin légal de maximiser. Et pour moi, c'est une catastrophe ça. Parce que si on doit choisir entre... bah non, on va peut-être pas... Là, regarde, il y a un problème dans la loi qui permet de déverser des déchets sans être pénalement responsable. D'accord. En tant que chef d'entreprise, si tu dis non, on le fait pas, et que tous tes concurrents le font, tu peux être viré si t'es en bourse. J'avoue. Non, mais le système est catastrophique. Hein. Donc, ouais, t'es en train de dire, même dans ce cas-là où une entreprise fait un projet qui a l'air quand même plutôt positif, imaginons que c'est partiellement ou entièrement une coopérative, mais ils ont besoin d'un financement externe. Toi, tu dirais, en fait, il faut le faire soit du crowdsourcing, du crowdfunding ou un prêt, un financement, mais des parts, en tête des parts, mais du coup, ce serait pas la rentrée en bourse, c'est juste des parts. Genre, tu deviens propriétaire d'une part de l'entreprise, toi, personnellement. Pourquoi pas ? Ouais, donc toi, tu vois pas vraiment de manière... Moi, sur l'investissement, j'ai fait mon choix personnellement. Ouais. Parce que plus jeune, je me suis posé la question de si j'ai un petit peu d'argent, genre même un tout petit peu d'argent, est-ce que je pourrais pas le placer dans quelque chose pour avoir pour rentabiliser ? Et un jour, je me suis rendu compte, moi, je vais investir dans moi. Et je pense pas assez de gens font ce calcul-là. En fait, vous pouvez investir dans vous-même, c'est-à-dire vous pouvez utiliser de l'argent. J'ai l'impression qu'on a un bug dans notre cerveau où il faut que techniquement on ait investi dans quelque chose qui est légal, genre il faut qu'on ait un papier comme qu'on a des bons sur quelque chose. Mais si vous investissez dans vous-même, c'est-à-dire soit vous prenez du temps, si vous travaillez, vous diminuez votre temps de travail par exemple, si vous avez les moyens. Vous dégagez du temps libre. Vous dégagez du temps libre pour vous informer, essayer de comprendre mieux le monde, tu vois, ou alors juste si t'acheter du matériel. Et c'est, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Tu peux très facilement, mais on se rend pas compte. On se dit, bah non, c'est pas de l'investissement. Si je me suis juste acheté une caméra, tandis que l'argent, tu l'aurais donné à une entreprise, j'aurais acheté une caméra pour un des employés. Tu vois ce que je veux dire ? On se rend pas compte qu'on peut vraiment investir dans nous-mêmes. En vrai, j'aime bien cette logique, ouais. Non, je suis c'est mon point de vue hein. là-dessus. Je suis grave d'accord, donc investir en bourse d'une façon qui favorise l'intérêt général, pas vraiment, quoi. Pas dans le système actuel, en fait, hein. Pas trop, j'ai pas l'impression. Sinon, il y a une vidéo si vous voulez vraiment, vous voulez absolument investir, parce que la question était posée en bourse. Ouais. Si vous voulez absolument investir en bourse, il y a une vidéo de Eureka où il a fait une vidéo. Donc Eureka, c'est un vidéaste sur des sujets économiques et financiers comme ça. Trop cool, Eureka. Et il y a eu une vidéo sur comment faire pour faire des investissements en bourse le plus bénéfique possible. Et il explique toutes les blagues qu'il y a derrière les investissements verts, tous ces trucs-là. Et peut-être ça peut vous aider à vous en sortir pour pas avoir l'impression de mettre votre argent dans n'importe quoi si vous voulez absolument le mettre en bourse. Donc voilà, je pense qu'on a bien répondu à la question sur tous les angles possibles. Alors, dernier truc, investissez dans la victoire des partis qui sont dans votre intérêt. Il y a ça aussi. Parce que... Il y a ça aussi, ouais. Littéralement, vous pouvez avoir Mais il y a quelqu'un qui t'avait fait un don de 200 € sur ta chaîne en disant c'est pas un don, c'est un investissement. Parce que tu vas permettre à des partis progressistes de gagner. Et du coup, moi, derrière, je vais avoir un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail. Ça, c'était juste ouf comme message de don. J'étais tellement heureux. Et la personne m'a dit non, me remercie pas. Me remercie pas. Je veux que tu fasses du contenu. C'est pas pour toi, en fait. Arrête de dire merci. Juste travaille, fais du contenu incroyable. Vous avez raison. Seriez-vous favorable pour qu'on enseigne à l'école et à l'université à utiliser des logiciels libres d'usage comme LibreOffice, GIMP, Inkscape, Sumatra PDF, etc. Oh, mais tellement. Totalement. Regardez les stickers sur son ordi. Vous croyez quoi ? Moi, je vais aller bien plus loin que ça. S'il y a une alternative libre et open source qui existe, l'État devrait obligatoirement l'utiliser
avant toute autre utilisation de logiciel professionnel. Et si l'excuse de ne pas l'utiliser, c'est oui, mais il y a une feature qui n'existe pas dans le logiciel libre, c'est un logiciel libre. Vous payez des gens, vous implémentez la feature au lieu de payer le concurrent. Parce qu'une fois que vous avez payé les gens et implémenté la feature, elle est là. Et vous n'avez pas besoin de payer pour la version de l'année prochaine. Donc moi, je serais pour l'obligation d'utilisation de toutes les alternatives existantes. Dès qu'il y a une alternative, on la met en place. On finance aussi, on l'améliore. On utilise tout l'argent qu'on aurait utilisé dans le logiciel payant pour améliorer le logiciel gratuit. Et bien sûr, tous les comment ça s'appelle, les étudiants ont accès à tous ces logiciels libres et ont accès à des professeurs qui savent les utiliser, etc. Mais oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, ouais, mais totalement. Pourquoi il y a un seul ordinateur du public qui est sous Windows? J'ai jamais compris ça. Pourquoi il y en a un seul? Tu sais que j'ai une haine profonde pour Windows. La dernière fois que j'utilise un ordi sous Windows, j'ai besoin d'une feature hyper basique dans un ordi, d'accord? J'ai besoin de connaître la taille, parce qu'il y avait c'était sur l'ordinateur d'une amie, j'ai besoin de connaître la taille d'un dossier, parce que elle me dit il n'y a pas assez de place sur mon disque et tout, il y a un problème de stockage. Ouais. Je veux juste connaître dans le dossier quel dossier prend le plus de taille et les classer par ordre de taille pour repérer genre où est-ce qu'il y a des genre 50 gigas de fichiers et tout. C'est même pas possible d'avoir la taille des dossiers affichés dans le navigateur de fichiers. J'ai pété un câble. Je lui ai dit prends Linux ou macOS. Je l'ai même pas aidé. Donc oui, il faut absolument que l'État français donne le moins d'argent possible à des logiciels qui ne seraient pas libres open source. Et donne tout cet argent à des logiciels libres open source. À un moment, il va falloir se rendre compte que le libre open source, c'est juste l'avenir du software et c'est en train de tout remplacer. Complètement. À vitesse grand V. D'ailleurs, là, ils ont sorti un logiciel open source pour la diction vocale sur portable. Et je suis juste hyper content. Trop bien. Parce que jusqu'à maintenant, si tu voulais, sur Android, si tu voulais faire de la diction vocale, tout était envoyé sur les serveurs de Google, en fait. Bah oui, par défaut, ouais. tout ce que tu dictais, donc bon. Ouais. Donc enfin bref, il y a plein de... Moi, je trouve c'est trop cool parce que le libre open source, ça se base sur l'agrégation du travail de tous les gens et ça s'arrêtera jamais, en fait. Ça peut littéralement pas s'arrêter parce que la licence garantit que ça reste libre open source. C'est ça. On pourra jamais enlever le logiciel en mode ah non, maintenant voici le nouveau logiciel que vous devez acheter. Non, il sera là, l'ancien sera toujours là. C'est juste inarrêtable en fait. Et c'est une bonne chose. Et du coup, attendez. On est bon, je crois. Est-ce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Ouais. Ah, un petit mot. Merci aux gens qui ont posé des questions. N'hésitez pas à poser des questions pour le prochain épisode. On a atteint 20% de notre objectif de financer mes transports pendant un an. Ah, trop bien, les donc c'est plutôt cool. Non, super rendez-nous la semaine prochaine, les gens. Rendez-nous la semaine prochaine. Ciao. Salut.